Hello! Dans cette vidéo, je vais vous partager la présentation exacte que je donnais aux entreprises quand j'étais freelance pour les convaincre de travailler avec moi et de me payer jusqu'à 650 € par jour. Et c'est une présentation que je donne encore, même aujourd'hui, pour présenter aux équipes de développeurs comment structurer un projet Angular important, sans finir par créer du code ingérable qui peut coûter des centaines de milliers d'euros aux entreprises. Donc cette présentation que vous allez voir, je l'ai déjà donnée plusieurs fois, mais je vous donne une version vraiment concise, condensée, pour YouTube, qui selon moi est la meilleure version de cette présentation que j'ai à vous montrer. Donc si vous venez d'être embauché avec votre premier projet, il sera sur Angular, ou que vous avez un entretien technique d'embauche, si vous balancez un seul des concepts qu'on va voir dans cette vidéo, ça devrait faire un putain d'effet. Donc on est parti, ça va être un peu costaud, mais j'espère que vous trouverez ça intéressant. Donc bon visionnage et n'hésitez pas à mettre en commentaire le concept qui vraiment vous a le plus marqué, ou vous aura le plus servi quand vous allez l'implémenter dans votre code. Comment construire des applications Angular top 1%. Donc l'objectif, c'est pas de vous donner une sorte de réponse toute faite, un template, des dessins sur une feuille A4, mais plutôt de voir la réflexion que j'ai eue ces dernières années pour essayer de répondre à cette question et voir si ça vous convient. Et la première chose qui est importante pour moi, c'est qu'il n'y a rien à découvrir. D'accord ? C'est pas Simon, c'est pas Toto, c'est pas Titi qui vont découvrir comment on développe du bon logiciel en 2022, en 2025, en 2018, en 2030. L'idée fondamentale qu'il y a derrière, c'est comment les meilleurs ingénieurs du monde feraient pour développer une application Angular à ma place et de partir de ce principe de réflexion. Donc la seule question, c'est qu'est-ce que feraient les meilleurs ingénieurs du monde, chez Google, chez Netflix, chez Microsoft, chez Amazon, chez Uber, pour développer une application Angular top 1%, c'est-à-dire quelle serait la réflexion qu'ils mettraient en place. D'accord ? Il n'y a rien à découvrir, on essaye simplement de modéliser ce que font les meilleurs. Et par contre, il ne faut pas tomber dans l'utopie de la meilleure solution, commencer à faire des dessins sur un tableau blanc en se croyant très intelligent. Dans 99% des cas, il faut se rappeler que l'hypothèse de base, c'est que nous ne sommes pas Google. Google, c'est quoi ? C'est une entreprise qui a des ressources et des compétences techniques quasiment illimitées de l'équipe de développement. D'accord ? Je crois que Google est l'institution qui, en cumulé, a le plus de QI de toute l'histoire de l'humanité. Compétences illimitées des équipes de dev. Ils ont un budget illimité. Google, ils font 30 milliards par trimestre avec Google AdWords. D'accord ? Donc ils n'ont aucune contrainte financière. Ils n'ont pas non plus de contrainte de temps. Il y a un document assez célèbre qui montre que quand Larry Page et Sergey Brin, qui sont les fondateurs de Google, ils avaient un plan de prévision à 3 semaines pour Google, à 3 ans et à 300 ans. D'accord ? Donc ils résolvent des problématiques avec une échelle de temps qui va jusqu'à 300 ans. Pour la plupart d'entre vous, si vous bossez dans une entreprise de taille moyenne ou même un grand groupe, vous ne raisonnez pas à 300 ans. D'accord ? On raisonne par rapport aux actionnaires dans 3 semaines. Et si vous êtes dans un plus petit groupe, il n'y a pas de la trésorerie pour 300 ans. Et enfin, dernier point, vous, quand vous allez démarrer un projet dans la vraie vie, c'est très rare qu'on parte comme Google de zéro. Tiens, on va créer le Google du réseau social. Généralement, vous partez très rarement de zéro et de from scratch, puisque vous avez un legacy du client, c'est-à-dire un client par exemple qui a un SI qui existe depuis 15 ans et qui veut venir rajouter une app qui vient moderniser quelque chose là-dedans. Mais on part rarement de zéro, d'accord ? On vient plutôt insérer une nouvelle brique dans un cafouillis déjà existant. Donc ça aussi, c'est une différence qu'on a par rapport à Google. Donc vraiment, il faut faire très attention. On va s'inspirer de ce que font les meilleurs, mais on ne va pas partir comme hypothèse cachée qu'on est au même niveau que Google. Ce n'est pas le cas. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes ici. C'est-à-dire ressources et compétences techniques de l'équipe. Généralement, il n'y a pas tant que ça de développeurs expérimentés pour encadrer le projet. Généralement, il va y avoir 3 juniors et 1 alternant. Et on va devoir aller au front comme ça. Et c'est pas grave. Budget limité du client, c'est pareil. Les gens pour qui vous travaillez, ils vous payent. Les développeurs, ça coûte cher. Et le plus important, ça va être pour votre client de tenir la deadline. Donc, il faut livrer. Vous avez une contrainte de temps, on ne raisonne pas à 300 ans comme Google. Et enfin, comme je vous le disais, vous n'allez pas partir de zéro sans legacy venant du client. Vous allez vous retrouver à devoir interagir avec des vieilles API qui peuvent être complètement buggées, qui utilisent des systèmes de sécurité qui sont anciens, et c'est pas grave, ok ? Nous, notre ligne de départ, c'est qu'on est dans la vraie vie. Et c'est pour ça aussi que le développement professionnel est difficile, et c'est pas forcément de votre faute, d'accord ? Parce que les ressources de départ, comme on vient de le voir, il y a des contraintes de partout. Et puis, c'est pas tout. Vous, en tant que développeur, vous allez voir un truc, moi, qui m'a fasciné, c'est que tout le monde autour de vous explique qu'on veut de la qualité, on veut du beau code, on veut du clean code, etc. D'accord ? Si vous écoutez les chefs de projet, le marketing, le top management, tout le monde veut du super bon code. Tout le monde vous dira « oui, le code propre, c'est génial ». Mais dans la réalité, le code propre, c'est pas la priorité de grand monde.
La priorité de grand monde, ça va être que votre code marche, et c'est tout, et dès que ça marche, on balance en production, même s'il n'y a aucun refactoring. Pourquoi ? Parce que votre client, il a peut-être parfois des attentes complètement irréalistes, les clients veulent toujours une pyramide d'Égypte pour un budget très contraint, et puis les commerciaux de votre entreprise ont probablement sous-estimé le projet. C'est-à-dire, ils ont vendu quelque chose en dessous du temps qu'il faudrait réellement pour livrer. D'accord ? Juste pour conclure le contrat et faire rentrer les sous. Cas classique. Donc souvent quand un commercial ou un client me parle de bon code, moi j'ai cette image en tête. D'accord ? La priorité en réalité de ces gens avec qui on interagit, c'est normal, mais ça va être de faire tourner la boutique. D'accord ? Donc ne soyez pas étonnés, le clean code, le code propre, ça va être notre responsabilité, c'est nous qui allons être les mains dans le cambouis toute la journée et c'est pas réellement la priorité des gens qui nous entourent. Faut juste l'accepter, c'est comme ça. En tout cas, je vous rassure, il y a un peu d'espoir quand même, puisque Angular, ça fait depuis 2016 maintenant que j'en fais, d'accord ? Donc quasiment depuis sa sortie, je fais du Angular à temps plein. Et ce que je vous propose de voir, c'est vraiment des principes extrêmement simples qui prennent moins de 5 minutes à comprendre et qui permettent vraiment de faire des miracles, de produire 80% des résultats en faisant pas grand-chose, et le tout sans bloquer des sprints entiers à faire du refactoring, d'accord ? C'est vraiment des actionnables qui vont faire la différence et que vous pouvez implémenter avant ce soir, même sur 15 minutes, 20 minutes, sans avoir à demander la permission. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste, on va reposer un peu le contexte de nous, dans quoi est-ce qu'on va évoluer. Et la première chose à savoir, c'est que cette industrie du logiciel, de la production de logiciels informatiques, des sociétés de services informatiques, elles existent parce que 70% des projets IT sont à la dérive financièrement. D'accord ? Vous prenez n'importe lequel des clients d'une SS2I, c'est des gens qui se disent oui, on va produire ce logiciel, ça va nous coûter 200 000 euros sur 6 mois, et puis en fait ça coûte 1 million d'euros sur 2 ans et demi. Donc j'exagère à peine, mais 70% des projets sont à la dérive financièrement, ils ont été complètement sous-chiffrés. Et c'est pour ça que les ESN, les SS2I, appelez ça comme vous voulez, elles fleurissent, puisqu'il y a un besoin énorme des entreprises de encadrer leur projet de développement logiciel. Et en tout cas, mon objectif à travers cette présentation, c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas amené à travailler sur ces projets qui sont à la dérive, dans lesquels tout le monde est sous pression, tout le monde travaille dans l'urgence, il n'y a pas de qualité, le but c'est de livrer le plus rapidement possible, et toutes ces deadlines intenables créent une ambiance qui est souvent catastrophique. Et moi, je me suis souvent retrouvé là-dedans. D'ailleurs, pour vous présenter un petit peu rapidement mon histoire et qui est en train de vous parler, moi, à la base, je pensais que le développement web, c'était ça, d'accord ? Donc, je pensais que j'allais coder sur des projets intéressants, des technologies qui me plaisent. Ok, je fais mon petit tuto, et puis après, je suis payé pour implémenter le langage que j'ai appris, le petit tuto que j'ai fait la veille, super. Je pensais aussi que c'était bien payé, on m'avait dit que c'était bien payé, on entend ça partout. Et enfin, bien sûr, d'avoir une vie agréable, donc que ce soit avec le télétravail ou le freelance, d'avoir cette liberté géographique, d'ouvrir mon PC et de pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde. La réalité, elle est un peu différente. C'est-à-dire que la réalité de mon année numéro 1 en tant que développeur junior lambda, c'était ça. Okay ? Je travaillais exclusivement sur des projets qui ne m'intéressaient pas et sur des technologies que j'avais pas choisies et sur lesquelles j'avais pas envie de bosser. D'accord ? Je me faisais balader d'une techno à une autre, et parfois c'était même pas du développement, mais je passe là-dessus. Deuxièmement, moi j'ai pas fait une école d'ingénieur, j'avais fait la fac, j'ai aucun regret avec ça, je me rappelle même une fois que je suis allé en cours, mais en tout cas j'avais pas de diplôme d'ingénieur, donc dans la grille là des entreprises, j'étais tout en bas. Et puis enfin, avoir une vie agréable, non, j'avais pas de liberté géographique. Alors on était avant le Covid, mais le télétravail c'était pas quelque chose. Et même encore aujourd'hui, si vous êtes junior, c'est pas quelque chose qui vous est donné cadeau comme ça, normalement, dès le début. Il faut faire un petit peu vos preuves avant d'avoir 1 jour, 2 jours de télétravail. Donc on était bien loin de l'image que j'avais du développeur web, digital nomade, etc. Et heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que au bout d'une année chez cet employeur, j'ai été amené à travailler sur des projets avec d'autres développeurs seniors. Et donc je suis allé les voir pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de ce métier de développeur web, parce que moi je commençais vraiment à détester. Et j'ai été assez surpris, puisqu'en fait, en échangeant avec ces gens, je me suis tous rendu compte qu'ils codaient tous sur des technologies que eux avaient choisies et sur lesquelles ils se faisaient plaisir. Ils étaient très bien payés. Je donnerai pas de chiffres parce que on est en France, mais ils étaient très bien payés. Et puis ils avaient une liberté géographique totale, c'est-à-dire que s'ils voulaient faire du télétravail toute la semaine, ils pouvaient. Tout le monde s'en foutait parce que de toute façon, ils avaient une expertise qui était absolument indispensable sur les projets sur lesquels ils intervenaient. Et ce qui est intéressant, c'est que en cumulant l'expérience de tous ces développeurs seniors qui étaient sur mon projet, donc il y avait un développeur qui avait 30 ans d'expérience, un autre 20 ans, plusieurs qui avaient déjà 10 ans d'expérience dans le code, en cumulé, ça faisait 1 siècle d'expertise dans le domaine du code. Donc, évidemment qu'en contact de ces gens, j'ai appris 10 fois, 20 fois plus rapidement que si je faisais des tutos ou que je lisais des bouquins de code sur les design patterns, je comprenais rien, tout seul chez moi. D'accord ? C'était évident que de coder quotidiennement avec ces gens m'a fait passer un cap très très rapidement. Mais la question qui m'a le plus
interpellé, c'est quelle est la différence entre ces développeurs expérimentés et puis nous. C'est-à-dire, quelle est la différence entre ces gens à part l'expérience? Parce que je me rappelle, il y avait même un de ces développeurs qui avait que 26 ans et qui était déjà ultra balèze. Donc 26 ans à l'époque, on avait le même âge, mais lui était déjà senior. Alors que moi, je comprenais pas réellement ce que je faisais. Donc c'est pas vraiment l'expérience qui jouait, qui faisait la différence. Donc je vous invite à prendre le temps de la réflexion. Est-ce que pour vous, la différence entre un junior ou un senior, ça va être d'appliquer le test-driven development, les bonnes pratiques, l'expérience justement, même si je viens de vous dire que je pense pas que c'est ça, ou alors d'utiliser des outils spécifiques à jour, etc. Pour vous, quel est l'unique point de différenciation? Je vous le donne, ça a été un déclic pour moi, c'est parti. Beaucoup de développeurs ont tendance à blâmer une librairie, un framework, un client exigeant, une deadline trop courte, un commercial trop gourmand. Mais le véritable problème est qu'ils n'adressent pas la complexité. Et ils n'adressent pas la complexité avec des principes fondamentaux. Pour moi, c'est pure gold et je me relis cette phrase souvent. C'est-à-dire que on a tendance, en tant que développeur junior, de blâmer tout ce qu'il y a autour de nous. Mais comme on vient de le voir, avoir un commercial exigeant, avoir des clients qui changent d'avis, devoir jouer avec un écosystème qui se met à jour tous les jours, ça fait partie des règles du jeu. Et le but, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. Donc la seule question que je me pose, moi aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, si mon client il change beaucoup d'avis, c'est est-ce que la base de code que j'ai développée, elle gère ça? Ou alors est-ce que j'ai développé un espèce de tas de spaghettis figés qui m'oblige à subir tout ce qui se passe? Donc ce principe, il est vraiment important. Franchement, faites un copier-coller, mettez-le en screenshot, mettez-le en fond d'écran, c'est du pure gold. Et vous allez me dire, ouais, ok, super, bon, et alors, après, à quoi ça sert? Bien, moi, je vais vous montrer à quoi ça m'a servi. Premièrement, ça m'a permis de passer de développeur junior à formateur professionnel à 26 ans. Donc, je passe de développeur junior à faire des projets sur des technos à droite à gauche, je maîtrise absolument rien, à formateur professionnel sur Angular. D'accord? Donc à 26 ans, je forme des ingénieurs de métier sur la techno que j'ai choisie. Plutôt cool. Deuxièmement, ça m'a permis de me lancer en freelance et d'atteindre 650 € par jour. Donc je vous assure que c'est mieux payé que mon salaire de junior quand je sortais de la fac. Et enfin, troisièmement, j'ai partagé des connaissances que j'avais acquises pour démarrer de 0 et passer à 1 sur Angular. J'avais mis ce cours sur Udemy à l'époque et aujourd'hui, cette simple formation m'a rapporté plus de 20 000 €. Et à la limite, c'est même pas ce qui est le plus important. C'est qu'en appliquant le principe qu'on vient de voir des développeurs seniors, eh bien j'ai pu démissionner de la situation qui me convenait pas et j'ai pu déménager à Nice. J'habitais à 20 minutes à pied de la plage, je codais où je voulais et je travaillais uniquement sur des technologies que j'avais choisies et sur lesquelles je me faisais vraiment plaisir. Et par souci d'honnêteté, bon, il y a un truc qui s'est passé ensuite, mais bon, c'est pas grave, puisque dans tous les cas, les compétences que j'ai acquises, qu'on soit confiné ou non, je les ai et elles me servent tous les jours, encore et encore. Mais maintenant, parlons de vous. Est-ce que vous pensez que si on prend un moment pour regarder comment développer des applications Angular en s'appuyant sur 100 ans d'expertise des développeurs seniors avec qui j'ai échangé, que je vous partage le contenu exact du code et des principes que j'appliquais quand j'étais payé 650 € par jour pour construire des applications Angular, et que je vous montre tous les principes que j'applique encore aujourd'hui, est-ce que ça vaudrait le coup pour vous de prendre le temps de regarder tout ça? Si c'est bon pour vous, eh bien on est parti, on va pouvoir passer un peu de temps ensemble pour regarder comment implémenter tout ça. Donc, la première chose, le premier concept sur lequel je m'appuie, dans n'importe quel projet que je rejoins, ça va être la courbe de la complexité. Tous les jours, vous vous mettez derrière votre PC, vous ou votre collègue, et vous rajoutez des lignes de code. Chaque jour, chaque semaine, vous rajoutez une quantité de code dans votre projet qui est relativement linéaire. D'accord? Mais le hack, entre guillemets, le secret, c'est que la complexité de votre projet, elle est exponentielle. Parce que vous rajoutez des éléments qui ont des relations entre elles, et cette quantité de relations à gérer augmente plus rapidement que chaque brique que vous ajoutez. D'accord? C'est plutôt simple à comprendre. Pourtant, tout le monde fait ça, rajoute du code, n'adresse jamais la complexité dans son projet. Et du coup, on arrive à deux phases. Ce que j'appelle la phase 1, c'est la phase jusque-là tout va bien. D'accord? C'est avant le point d'inflexion où la complexité va dépasser la quantité de code que vous ajoutez dans le projet. Donc, quand on démarre un nouveau projet, tout est simple, tout le monde a la code base en tête, et on n'a pas besoin de faire de la qualité, on n'a pas besoin de faire des tests, on n'a pas besoin d'appliquer des design patterns, puisque tout le monde a la code base en tête. Donc c'est la phase jusque-là tout va bien. Tous les débuts de projet que j'ai fait dans ma petite carrière, le début se passe toujours bien. Tout le monde est souriant, les développeurs sont contents, ils ont une bonne énergie mentale, les chefs de projet sont contents puisque les deadlines sont tenus, tout est nouveau, tout marche bien. Phase 1, jusque-là tout va bien. Et à un moment donné, il se passe la phase 2. C'est-à-dire que, tiens, il y a un bug, bizarre, on n'avait pas de bug au début, maintenant il y a des bugs. Et il y a un développeur qui va corriger ce bug. Une semaine après, il y a un autre bug, il y a un développeur qui corrige ce bug, et la correction de son bug produit deux bugs. Il en fixe un,
il refixe le deuxième et ça produit 3 bugs. Et là, vous commencez à comprendre qu'on arrive au point d'inflexion de la complexité, c'est-à-dire que la code base commence à ne plus être gérable. Et donc la phase 3, c'est ces fameux 70% de projets informatiques qui sont à la dérive, où il y a des deadlines de plus en plus courtes et l'ambiance est de plus en plus catastrophique puisque la complexité a échappé à tout le monde et tout le monde court derrière des petits fixes, des petits if-else pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc retenez cette idée, plus le projet avance, plus on rajoute du code de manière linéaire, mais la complexité, elle augmente en cachette, un peu dans l'ombre, de manière exponentielle. Et c'est ça le problème et c'est ça qu'on doit adresser. Alors maintenant concrètement, c'est quoi la complexité ? Eh bien, c'est ce que moi j'appelle l'équation de la complexité, c'est-à-dire les états cachés. Par exemple, vous créez une variable qui est utilisée par deux fonctions. Quand vous utilisez une des deux fonctions, ça va avoir un impact sur l'autre. Vous avez un état caché et souvent vous ne vous en rendez même pas compte. Deuxièmement, le flow control. Vous avez un élément qui appelle un autre élément, qui appelle un autre élément, qui appelle un autre élément, qui appelle un autre élément. Vous avez une chaîne que vous n'avez même pas vue parce que personne ne prend vraiment le temps de faire un dessin avec la manière dont sont représentés tous les éléments dans votre projet. Et donc, vous commencez à avoir des effets de bord. Ou quand vous modifiez quelque chose, ça a un impact sur 3 autres composants. Et enfin, troisièmement, le volume de code, car comme on l'a vu, le volume de code augmente linéairement, et le problème c'est qu'à chaque fois que vous rajoutez du code, vous rajoutez des états cachés, vous rajoutez du flow control, et donc on a un cercle vicieux qui se met en place. Donc ça vraiment je pense que c'est le plus important, c'est qu'on se mette d'accord sur cette équation de la complexité. C'est-à-dire que l'objectif c'est pas de vous présenter un résumé d'article ou un design pattern génial, etc. Donc sortir des espèces de débats subjectifs où chacun arrive avec son expérience, son petit article sexy qu'il a lu la veille, mais simplement de se mettre d'accord sur une chose qui est vraiment importante, c'est comment on fait baisser la complexité. Ensuite, si vous voulez mettre de la tabulation ou des espaces pour indenter votre code dans votre IDE, ça pour moi c'est des débats de subjectivité, d'accord ? C'est pas fondamentalement important. Donc sortons de ces espèces de luttes un peu stériles où tout le monde va tirer la couette de son côté et simplement on se met d'accord, c'est est-ce que ça fait baisser la complexité ? C'est-à-dire, est-ce que ça supprime des états cachés ? Est-ce que ça crée des data flows unidirectionnels que tout le monde comprend ? Et est-ce que ça permet de réduire le code volume ? D'accord ? C'est vraiment ça qui est important. Donc concrètement, notre seul objectif dans la façon dont on va construire une application Angular conséquente, ça va être de baisser la complexité. Et si c'est bon pour vous, eh bien notre objectif, ça va simplement être de faire ça. On va rajouter autant de complexité que de volume de code. Notre objectif, c'est de jamais arriver au point d'inflexion, parce qu'une fois qu'on est derrière le point d'inflexion, on fait partie des 70% des projets à la dérive, il y a une ambiance catastrophique, tout le monde se parle mal, c'est dégueulasse, j'ai pas envie que vous travailliez dans ces conditions. Par contre, vous devez accepter une chose, c'est que au départ, vous êtes dans la phase jusque-là tout va bien. Donc je vais vous donner des conseils qui peuvent vous sembler un petit peu overkill, wow, on en fait un petit peu trop là, non ? Mais c'est simplement qu'en fait on anticipe la complexité à venir, d'accord ? Donc on accepte de se rajouter un tout petit peu de travail au début pour adresser la complexité le plus tôt possible, puisque plus tôt on adresse la complexité, moins on risque de partir de l'autre côté du point d'inflexion de la complexité. Donc si vous êtes d'accord pour réduire la complexité, eh bien on est parti. On va réduire la complexité avec quoi ? Eh bien avec 5 modules, 5 principes extrêmement simples, qui sont un condensé des 100 ans d'expertise des développeurs seniors avec lesquels j'ai échangé quand j'étais développeur junior, et on va les voir tout de suite. Donc on est parti, on va les voir dans cet ordre-là. Le premier, principe numéro 1, architecture à la demande. Comment structurer de façon optimale votre projet, votre premier jour, en quelques minutes pour que l'architecture soit stable, performante et scalable. Et si vous êtes déjà sur un projet existant, eh bien, il va falloir faire un peu de refactoring pour essayer d'aller vers une architecture qui ressemble à quelque chose. Architecture à la demande, c'est quoi ? Vous avez tapé la commande ng-new dans Angular CLI. Et alors après, comment on fait pour obtenir un projet comme vous le voyez à l'écran ? En fait, même une fois que vous avez généré une espèce de skeleton boilerplate avec Angular CLI ou en récupérant un bout de code à droite à gauche sur Internet, vous avez toujours normalement ces questions. Comment découper votre application en modules ? Combien de modules vous devez créer ? Où placer vos composants ? Par exemple, la barre de navigation. Dans quel dossier vous devez regrouper vos services ? Comment modéliser vos entités business avec des classes TypeScript, et où placer par exemple des fichiers nécessaires pour l'authentification. Il faut faire quoi ? Il faut créer un dossier authentication, il faut créer un service, il faut créer un intercepteur, qu'est-ce qu'on fait ? Donc je vais vous montrer grosso modo comment moi je fais. Sur la documentation officielle d'Angular, même si depuis, on va dire avec Angular 14, il y a un truc de composants standalone qui est arrivé, grosso modo, dans 99% des cas, on structure une appli Angular avec des modules. On a un module racine qui s'appelle app module, ensuite on va faire un module par fonctionnalité dans votre application, et à l'intérieur de ces modules, on va mettre les composants qui permettent de construire la page. Donc si vous avez /home, /login, /register, vous allez créer un module par page, tout simplement. Ça vous permet de quoi ? Eh bien ça vous permet de mettre en place
le chargement paresseux, c'est-à-dire que si un utilisateur va uniquement sur la page Home, eh bien on ne va pas lui charger la page de login et la page register. Et ça, on peut le faire parce qu'on a un découpage en modules qui est déjà mis en place dans notre projet. Donc peu importe les optimisations que vous ferez plus tard, déjà dès aujourd'hui, vous pouvez créer un module par page, ça coûte rien et ça vous permet d'anticiper plein de choses. Donc grosso modo, vous prenez votre interface graphique et vous structurez votre application en module à partir de là. C'est pas plus compliqué que ça. Et même si vous avez des maquettes qui sont pas belles, vous n'avez pas de librairie de style, vous avez juste besoin de savoir combien il y a de pages et des gros mock-up, grosses mailles, et vous pouvez déjà mettre en place plein de choses. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé combien de pages vous avez, ça va vous donner combien de modules, et dans chaque module, combien de composants vous créez. Et là, c'est plutôt simple, vous sortez Angular CLI et vous tapez les commandes. ng-generate module, vous générez un module home dans le dossier public parce que c'est une route publique, -- module public, ça va automatiquement l'ajouter, le déclarer auprès du système de modules d'Angular, et vous avez déjà fait un module. Donc, entre guillemets, vous n'avez même pas à coder. C'est-à-dire que vous envoyez des instructions Angular CLI, il vous construit votre architecture, et c'est terminé, vous allez pouvoir commencer les développements. Donc, concrètement, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Vous allez avoir, par exemple, un dossier protected, toutes les routes protégées sont à l'intérieur, et une route par module. Ce qui est génial, c'est que vous obtenez une architecture qui correspond réellement à ce que vous faites. C'est-à-dire que là, dans le projet, même si je ne sais pas ce que fait ce projet fondamentalement, je sais que j'ai un tableau de bord, une page de paramètres, une page de planning, une page de profil et une page de journée de travail qui sont dans un dossier protégé. Donc tout de suite, quand quelqu'un va démarrer sur votre projet, il va être très rapidement opérationnel parce qu'on sait où sont les choses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le principe numéro 1, architecture à la demande. Ça va vous donner une architecture qui est stable, ça respecte les bonnes pratiques recommandées par Google. Vous avez une architecture qui est performante et scalable. Plus tard, vous pourrez mettre du chargement paresseux pour charger uniquement les pages dont a vraiment besoin l'utilisateur. Et en bonus, vous avez une architecture qui est lisible, architecture en dossier, fonctionnalité décrite dans les routes. Et en bonus, si vous faites un peu de dependency injection pattern, vous savez où sont vos injecteurs puisqu'ils sont au niveau de chaque module et chaque page. C'est un concept un peu plus poussé, mais bon, c'est encore un bonus qui plus tard pourra vous servir. D'accord? Donc hyper simple. On part du projet qu'on va réaliser, on le convertit en commande pour Angular CLI et on a un projet sur lequel démarrer. Donc ça, c'est le premier principe que j'utilise pour baisser la courbe de la complexité. Tout simplement parce que ça permet de, entre guillemets, supprimer un hidden state et un data flow, c'est-à-dire hidden state, c'est où sont mes fichiers. Quand vous savez pas quel code fait quoi et où, généralement vous êtes mal barré parce que vous commencez à avoir du code qui fait des trucs et vous savez même pas où il est. Donc là au moins c'est propre. Et data flow, et le data flow il est aussi dans la façon dont vous lisez le code de votre projet. Vous partez des grandes zones dans votre application publique ou protégée, vous descendez en module et dans les modules vous avez les composants. D'accord? On lit de gauche à droite pour lire votre code sans avoir à faire des allers-retours entre des dossiers avec des arborescences de dossiers qui ressemblent à rien. Ok? Principe numéro 2, composants smart et dump. Comment créer des composants propres, testables, qui communiquent entre eux facilement et sans se soucier de vos contraintes métiers. C'est-à-dire que moi, même si je ne comprends absolument rien à ce que fait mon client, je peux commencer les développements et créer des briques de logiciels qui vont servir pendant toute la durée du projet sans avoir à vraiment comprendre ce que fait mon client. Pourquoi? Grâce à Smart & Dump. Donc concrètement, on va faire un petit exercice. Sur cette page, combien de composants est-ce que vous voyez? Est-ce que vous en voyez 2, vous en voyez 5, vous en voyez 7? Alors, il y a une subtilité, c'est à la fois le nombre de composants qui sont présents dans le DOM de cette page, essayez de répondre à cette question. Dans le DOM, ici, vous verriez combien de composants, et il y a aussi le nombre de composants dans votre code. Vous auriez combien de fichiers de composants? Vous pouvez mettre la vidéo en pause, et moi je continue. Donc, ici, eh bien, on va simplement traduire cette interface graphique en une architecture de composants. Ici, moi, ce que je vois, ça va être plusieurs composants, et pour être précis, 6 composants. J'ai un composant pour représenter toute la page. Sur ce composant de page, je vais avoir la bannière, qui est un composant que j'appelle dump, parce qu'il se contente d'afficher une bannière. Il n'y a pas vraiment de logique. Ensuite, je vais avoir un composant home features, que j'appelle un composant smart, parce qu'il va avoir la logique de savoir combien il y a de fonctionnalités à afficher à l'utilisateur. Et ensuite, chacune des fonctionnalités, c'est un petit bout d'interface, là aussi dump, qui va s'occuper que d'afficher une fonctionnalité. D'accord? Donc ça me permet tout de suite de déterminer combien je dois créer de composants. Donc là, dans le DOM, j'ai 6 composants, et côté code, j'en ai 4. J'ai le composant de page Home, j'ai le composant de la bannière qui est stupide, le composant Home Features qui est intelligent, et le 4e composant, c'est le Home Feature Card qui est débile aussi. Ok, j'ai mon architecture de composants à foutre dans mes modules, hyper simple. Donc grosso modo, j'ai ça, je vais avoir 3 types de composants sur tous les projets sur lesquels vous allez intervenir. Un composant pour la page, des composants smart et des composants done pour l'affichage. Donc, grosso modo, si vous reprenez votre page, vous êtes dans le module Home et vous allez avoir vos 4 composants là-dedans qu'on vient de voir, toujours dans le module Home, le composant Home, Home Banner, Home Feature Card et Home Features.
Aussi simple que ça, vous avez déjà un début d'architecture. Et même si on recoupe avec ce qu'on a vu avant, eh bien là vous avez toute l'architecture en dossier de votre projet avec une représentation visuelle à gauche, d'accord? Grosse maille, les modules, et dans chaque module, nos composants de page, nos composants Smart, nos composants Dump qui permettent de livrer la fonctionnalité. Donc déjà avec ça devrait vous donner une bonne représentation globale de comment fonctionne une appli Angular conséquente. Et avant de continuer, pour être précis sur ce qu'est un composant Dump, pure gold là aussi, un composant dump, vous devez vraiment faire attention, il ne doit avoir aucune conscience de la logique métier. D'accord? Les règles business ne doivent jamais être dans vos composants. Deuxièmement, il doit être inconscient de la communication serveur. J'ai jamais de service HTTP dans mes composants dump. Troisièmement, il doit être inconscient de la gestion d'état. J'ai jamais de sélecteur, d'action ou de state management dans mes composants dump. Son seul rôle, c'est de consommer juste assez de données pour construire l'affichage dont vous avez besoin et de capturer et remonter les événements de l'utilisateur aux couches supérieures. C'est tout. Le reste, ça n'existe pas. Donc, pour communiquer toutes ces infos avec le reste de l'application depuis vos dumps, eh bien, vous allez utiliser l'API des composants @input, @output. D'accord? Donc, pour faire descendre les données du composant Smart vers votre composant dump, vous allez utiliser un dataflow unidirectionnel @input. Et inversement, pour faire remonter les événements de l'utilisateur qui interagit parfois avec vos composants dump, et pour prévenir le reste de l'application qui, lui, va s'appliquer à donner une réponse, eh bien, vous utilisez un dataflow unique, dans l'autre sens cette fois, avec @output. Ok? @input, @output, c'est le seul moyen pour un composant dump de communiquer avec l'extérieur. Donc, généralement, quand j'attaque un projet sur lequel il y a des composants de 1000 lignes et on ne sait même pas comment démarrer, eh bien, je vais tirer des composants dump, des composants trop gros qui font 1000 lignes, par exemple. Donc, je vais garder la même logique dans le TypeScript de mon composant de 1000 lignes qui est trop gros, le composant Smart, et je vais virer du code HTML en le tirant dans les composants dump. Et les composants dump, ils ont donc beaucoup d'HTML, parce qu'ils font que de l'affichage, mais ils ont très très peu de TypeScript. Parce qu'en fait, ils n'ont aucun état à gérer, d'accord? Ils communiquent uniquement à l'extérieur, avec @input et @output. Donc, côté code, ça ressemble à ça. Vous passez le code du parent au fils avec les crochets, le binding, via par exemple ici une propriété d'entrée qui s'appelle item. Et ensuite, si vous voulez inversement faire remonter des choses depuis un dump vers la surface, entre guillemets, eh bien vous utilisez @output et vous déclarez un event émetteur qui a une propriété emit qui peut prendre une valeur. C'est tout simple, vous pouvez trouver ça très rapidement sur Google. Donc là, on vient de voir composants Smart et dump. Ce qui est génial, c'est qu'à gauche, vous avez la complexité potentielle de votre projet. Ok, le gros bordel. Grâce aux composants dump, vous pouvez déjà tirer des dumps, c'est-à-dire tirer de la petite logique d'affichage, communiquer avec le reste uniquement de manière unidirectionnelle, @input, @output. Donc par rapport à notre équation de la complexité ici, on n'a pas de hidden state dans nos composants dump, puisqu'ils ne gèrent pas d'état. Ils font que réagir avec le reste de l'appli, avec input-output. Donc vous faites baisser la complexité via le hidden state. Dataflow, vous avez que des dataflows unidirectionnels, comme on peut le voir ici. Et code volume, eh bien évidemment, ça descend, puisque vous avez moins d'état et vous avez que des dataflows unidirectionnels. Donc, on prend la complexité qu'on a à gauche et déjà on peut la tirer vers le bas grâce au composant dump. On continue principe numéro 3 sur 5. Donc là, vous voyez, boum, on en a déjà fait 2. Ça va être le pattern façade. Alors, un design pattern, un gros mot, qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, ça va être de comment on peut créer des composants Smart aussi efficacement que des composants dump. Et ça, c'est très important parce que souvent, le design pattern des composants dump, tout le monde le comprend. Et ensuite, quand je reviens sur le projet 3 mois plus tard, il y a toujours des composants de 1000 lignes parce que les composants Smart au-dessus n'ont pas du tout été adressés correctement. Donc il y a du hidden state de partout, il y a du dataflow de partout. Pour commencer, on va faire un petit exercice. Là, vous avez 2 codes qui permettent en gros de faire encore et toujours la même chose. Vous êtes dans un composant, l'utilisateur clique sur un bouton et vous faites un appel HTTP depuis le composant. D'accord ? Donc par exemple ici, au chargement de la page, ici qui va grosso modo gérer des widgets, on va appeler load widget. Donc c'est un code assez classique qu'on retrouve souvent. La question c'est quel est le problème dans ce code ? C'est quoi le problème de faire des requêtes HTTP, ici d'appeler mon service widget service create, de subscribe et de récupérer la réponse ? Fondamentalement, quel est le problème ? Eh bien en fait c'est que votre composant Smart il est trop intelligent et il perd un petit peu la boule. C'est-à-dire qu'il est chargé de savoir d'où viennent les données sur le back-end,
Donc il doit avoir conscience du back-end. Il doit savoir comment construire les requêtes et comment récupérer la donnée. C'est-à-dire que même une fois que vous avez la donnée, vous avez toujours une opération pour extraire de la réponse du back-end uniquement les éléments dont vous avez besoin. C'est une opération qui est fastidieuse. Et puis parfois, vous avez récupéré une donnée ou fait une modification qui impacte d'autres éléments de votre projet. Donc vous devez aussi gérer le state management. Tout ça dans un composant. Et en fait, le problème, c'est que ce couplage est beaucoup trop fort pour pouvoir stabiliser le code de vos projets. C'est-à-dire votre composant Smart, il fait trop de choses. Du coup, la solution, qui pour moi me semble la plus adaptée, ça va être le façade pattern. C'est-à-dire, on va introduire une façade pour découpler complètement le composant et les détails d'implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la façade pattern va nous permettre, et ce slide est hyper important, de construire des composants réactifs vs des composants non réactifs. Un composant non réactif, c'est le code complètement bateau que je vous ai montré à gauche, qu'on voit dans tous les tutos. Vous prenez votre service, qui va faire une requête HTTP, vous obtenez une réponse, puis vous essayez de la foutre dans votre vue, grosso modo, quoi. C'est un composant qui est non réactif. Il fait trop de choses, et il n'est pas réactif au sens où il gère un état. C'est-à-dire que vous allez récupérer une donnée sur le serveur, et une fois que vous l'avez récupérée, vous la stockez en local et vous la poussez dans votre template. Et éventuellement, vous faites aussi d'autres interactions avec le reste de votre projet. Donc c'est pas très réactif. Il y a du hidden state, il y a du data flow dans tous les sens et le code volume explose. Un composant réactif, c'est quoi la différence? C'est que son boulot, ça va être uniquement, comme on peut le voir à l'écran, de sortir le fait de remonter un événement et le fait de le traiter. C'est-à-dire que dans le code que vous avez à droite, le code est réactif parce qu'il fait juste son boulot de remonter un événement à la façade. Et le plus important ici, c'est quelle est la différence fondamentale entre les deux. Dans un composant réactif, vous n'avez pas de subscribe. C'est-à-dire, regardez encore le code à droite, il n'y a aucun subscribe. Pourquoi? Parce que la requête HTTP, on ne va pas la faire dans le Smart, le state management, on ne va pas la faire dans le Smart, et toutes les autres opérations qu'on pourrait faire via un événement comme ça qui se passe dans le projet, eh bien on ne va pas le faire dans le Smart non plus. On va faire un composant réactif qui fait que remonter des événements et qui est ensuite prévenu par la façade des réactions potentielles qu'il doit avoir. Donc on va faire exactement comme dans le dump, on va faire que réagir, mais cette fois-ci à la façade, pas au input-output. Donc concrètement, l'objectif c'est quoi? C'est de toujours viser hidden state, donc de sortir les hidden state du Smart, d'avoir un data flow unique, donc on va s'abonner à des données qui viennent de la façade, et on va pousser en dispatchant des actions, en passant des commandes, on va les dispatcher à la façade. C'est tout, d'accord? On a exactement en gros la même API que pour @input-output. Donc concrètement, la façade, c'est quoi? Les façades, elles peuvent être... c'est un peu controversé parce que c'est facile de mal les utiliser. Mais une fois que vous avez compris ce que c'est plutôt puissant et ça donne une expérience de développement sur le projet qui est assez géniale. Donc le plus important aussi à comprendre, c'est que c'est une couche de pure délégation qui ne gère aucune logique business. Son seul rôle, c'est de capturer les événements qui remontent du Smart et de faire redescendre les données sous forme de flux de données asynchrone avec les observables à vos composants Smart. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir une séparation complète entre vos composants et toute la logique business, les services de votre projet. Comme ça, vous n'avez plus que des composants qui s'occupent uniquement de ce pourquoi ils sont là dans votre projet, gérer l'affichage. C'est la façade qui va faire le rempart entre le business, vos services et l'affichage. Il y a trop de projets où le business est géré au milieu du HTML. C'est un anti-pattern clair et net de conception. La façade vous permet de faire sauter ça. Et ce que j'adore aussi avec la façade, et ça c'est un petit peu plus avancé, c'est que si plus tard vous voulez faire du state management avec une librairie plus poussée comme NGRX, eh bien vous allez pouvoir le faire très facilement avec une façade. D'accord? Donc ça permet aussi, dans un refactoring d'un projet qui va durer plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien de commencer par tirer des smart des dumps, puis commencer à tirer des façades, et plus tard avoir des couches logicielles qui vont nous permettre de mettre une librairie de state management plus conséquente. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'utilise beaucoup ce pattern. Côté code, ça va ressembler à ça. Donc en haut à gauche, vous allez avoir l'état qui est géré au niveau de la façade. Donc la façade va faire quoi? Elle va exposer des subjects. Pourquoi? Parce que le subject, on va pouvoir le piloter programmatiquement dans notre code. Si vous créez un observable, c'est de la pure consommation, d'accord? C'est quelque chose qui peut être observé, mais vous ne pouvez pas le piloter en balançant des données dedans. Donc on crée un subject et on l'expose au reste de l'application avec la méthode asObservable. Comme ça, dans nos composants Smart, tout ce qu'on a à faire, c'est allWidget subscribe, selectWidget subscribe, mutation subscribe. Et notre composant Smart, il n'a plus d'état, il y a un data flow unique, il y a très peu de code volume, parce qu'on fait que récupérer des données de la façade et on les affiche dans le code. Ok, donc ça c'est super important. Et puis en bas à droite, eh bien, vous avez les actions, c'est-à-dire l'utilisateur par exemple a demandé à reset un formulaire, cet événement va remonter jusqu'à la façade et là vous allez balancer
la mutation. C'est-à-dire, vous allez dire next. Next, c'est pour balancer de la donnée dans un flux. Vous allez balancer la donnée avec next et ensuite tous les composants de votre appli qui sont branchés de manière asynchrone à vos observables eh bien, vont se mettre à jour instantanément. Et du coup, vous n'avez plus de state à gérer et vous avez un data flow unidirectionnel. Donc là, vous avez beaucoup moins de volume de code à gérer et beaucoup moins de bugs potentiels. Et vous pouvez même pousser le vice plus loin, c'est-à-dire que vous prenez les événements de la façade et au lieu de subscribe dessus, tout ce que vous faites, c'est vous utilisez le pipe passing. Donc là, c'est encore plus royal. Vous prenez les observables de la façade, vous les mettez en pipe passing dans votre projet et vous avez une architecture qui réagit directement aux événements qui se passent. Donc ça, c'est le façade pattern. Grosso modo, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on éloigne le plus possible la complexité, les règles business de notre projet, on les remonte derrière la façade. Notre architecture, elle est réactive. Il n'y a pas plusieurs états partout dans l'application et simplement, on remonte les événements, le state, il descend. Et c'est royal, on vient encore de tirer un petit peu la complexité de votre projet, ok? Vous prenez le gros bordel que vous avez à gauche sur des projets Angular importants, vous passez à droite, vous tirez les done, vous tirez les smart, vous tirez une façade. Ok, c'était le principe numéro 3, bien sûr, ça va faire baisser la complexité comme on vient de le voir, data flow, hidden state, code volume. Et principe numéro 4, NGRX, un store Redux dédié à Angular sous stéroïde avec la programmation réactive RxJS. Donc ça c'est plus avancé, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans tous les projets, c'est encore du bonus si vous l'avez. Donc NGRX, ça va être quoi? Là on pourrait en parler pendant au moins 24 heures, puisque chacun des concepts que vous avez, on pourrait en parler 8 heures. Donc NGRX c'est quoi? C'est le Redux pattern qui est initialement dans le Redux de Facebook. Grosso modo, ça permet de gérer une des problématiques les plus compliquées dans le front-end, qui est le state management. Angular, pourquoi? Parce que NGRX, il est vraiment inclus dans l'écosystème d'Angular, d'accord? Donc généralement, quand vous avez une montée de version d'Angular, la montée de version d'NGRX, elle est très très rapide derrière, ok? C'est vraiment, ça fait partie du même écosystème. Et enfin, NGRX, il est construit sur RxJS, c'est-à-dire la programmation réactive, observable, observer. Et ça, vraiment, c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est un des éléments que j'utilise le plus pour réduire la complexité, puisque RxJS, on va réagir à des flux de données asynchrones. Donc on n'a pas d'état, on a un data flow unidirectionnel et on a très peu de code volume. Par contre, il faut savoir ce qu'on fait. Parce que c'est très puissant et c'est facile de faire n'importe quoi. Autre chose avec RxJS, c'est pas lié spécifiquement à JavaScript ou Angular. D'accord? Vous l'avez aujourd'hui dans Java, dans Python, vous avez RxJava, RxPy, je crois, pour Python. Donc c'est vraiment un pattern de programmation, d'accord? Vous avez la programmation orientée objet, vous avez la programmation réactive. C'est un pattern de conception. Donc c'est très intéressant. Par contre, ça demande de raisonner différemment et ça peut être un peu perturbant au début. Grosso modo, l'idée c'est quoi? C'est que dans notre UI, il y a un utilisateur qui clique sur des trucs. Ces trucs, on va les appeler des actions. Et chaque action, on va la mapper sur un réduceur. Alors c'est un terme barbare pour dire quoi? C'est que on va prendre l'état de notre application à l'instant T. Il y a eu une action qui s'est passée et on va transformer notre état T0 en un état T plus 1. Et ce qui est très important, c'est qu'on ne va pas juste bouger une propriété comme ça, random, on va vraiment copier l'état avec la modification. Et donc on fait une opération pure en fait, et on obtient un nouvel état à l'instant t plus 1, et cet état, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on est abonné dessus via des observables, à chaque fois qu'une action se passe, toute notre UI, tous nos composants sont automatiquement mis à jour. Et donc là, on a quelque chose de très très solide. Donc côté code, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un concept beaucoup plus avancé, mais l'idée, ça va vraiment être ça, ça va être de dispatcher des actions, d'accord? On dispatche des actions, et ensuite, une fois que ces actions sont dispatchées, eh bien, elles vont produire des versions d'un état dans le temps. Et donc, il y a même des extensions Chrome qui sont très bien faites, où vous voyez, en fonction des actions que produit l'utilisateur dans votre projet, eh bien, l'état qui évolue, d'accord? Donc là, par exemple, quelqu'un a liké un post, ça va créer un nouvel état dans lequel le nombre de likes est passé de 1 à 2. Exemple très simple, mais sur des projets vraiment importants, c'est vraiment très intéressant. Et surtout, ça nous permet quoi? Eh bien, ça nous permet d'arriver finalement à ce qu'on voulait depuis le début, c'est-à-dire prendre un projet très complexe et à force d'avoir tiré du refactoring et d'avoir adressé encore et encore la courbe de la complexité, eh bien, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement pur. On a des composants DOM pour l'affichage, qui remonte des informations à une sorte de contrôleur de l'interface qui est un composant smart. Derrière, on va avoir la façade et au-dessus, NGRX. Et là, tout est branché via de la programmation réactive. Et pourquoi c'est intéressant? C'est pas pour faire sexy, c'est que la programmation réactive va nous permettre de ne pas avoir à gérer d'état. On va simplement réagir à des événements de l'utilisateur
Et sur ces événements, on va mapper un nouveau state et toute notre application sera automatiquement mise à jour grâce à la programmation réactive, grâce aux observables qu'on a mis en place dans nos composants. Vous vous rappelez, chapitre dump, chapitre smart. Donc vraiment pour terminer, ce qui est pure gold pour moi, c'est que cette architecture qu'on vient de mettre, je lui donnerai un nom qui est une architecture réactive. On n'a pas de state, control flow, tout est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une raison pour qu'une donnée sorte et il n'y a qu'une raison pour qu'une donnée rentre. C'est unidirectionnel et ça respecte le principe de single responsibility. Du coup, on n'a pas d'état, on a un control flow unique, donc on a aussi très peu de code. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de voir, vous pouvez implémenter des trucs, vos composants de 1000 lignes, ils vont être découpés, vous allez vous retrouver avec des composants à taille humaine qui sont gérables, qui font 150, 200 lignes. Enfin, dernier point, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme on l'a vu, vous pouvez, à partir de votre gros bordel existant, généralement le bordel il est dans des espèces de composants smart de 1000 lignes, sur les projets en tout cas sur lesquels j'interviens, eh bien vous pouvez commencer votre refactoring où vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez tirer de la logique TypeScript de vos composants smart, vous pouvez la tirer dans une façade, et encore plus simple, vous tirez la logique d'affichage, vous la tirez dans un dump. Et vous pouvez démarrer votre refactoring, même sur un projet qui est complètement bordélique, où dès que vous touchez un truc, ça casse 10 autres trucs. C'est pas grave, on peut commencer à tirer le dump tout de suite et faire baisser la complexité. Donc voilà, 4e principe pour faire baisser la complexité. Et enfin, 5e point, ça va être comment adresser toute cette complexité sans demander à tout le monde d'arrêter les développements et faire du refactoring pendant 3 mois. Et bien ça, c'est juste ce qu'on vient de voir, hein. C'est-à-dire ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on peut attaquer le refactoring tout de suite en tirant un petit bout de dump, en construisant une façade, etc. Et donc en faisant ça, il va y avoir plein de pistes qui vont apparaître, puisque petit à petit, vous allez pouvoir mettre en place un store, vous allez pouvoir mettre en place des tests unitaires, puisque vous avez du code qui a un contrat d'interface très clair sur ce qu'il fait. Vous allez pouvoir casser les boîtes noires dans le projet qui sont des bombes à retardement et vous allez pouvoir aussi adresser des composants qui font 500 000 lignes, tout ça sans bloquer tout le monde pendant 3 mois en faisant du refactoring. Je veux dire, tirer un dump, ça peut se faire en 2 heures, en une après-midi. Donc tout ça, c'est possible et même vous pouvez le faire, entre guillemets, sans demander la permission, grâce à la Boy Scout Rules. C'est-à-dire que si vous êtes sur un projet et que vous voulez démarrer tous ces principes tout de suite, eh bien, vous pouvez appliquer la Boy Scout Rules, qui nous vient du livre Clean Code de Robert C. Martin, j'en parlerai juste après, mais laissez le camp plus propre que vous ne l'avez trouvé. C'est-à-dire, laissez le code plus propre que vous ne l'avez trouvé. Vous avez trouvé un code, vous avez fait votre fixe, ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de refactoring à embarquer? Est-ce qu'il n'y a pas un petit dump à tirer là? Est-ce que c'est pas un bout d'interface qu'on a à 5 autres endroits dans le projet et que tout le monde a codé différemment? Est-ce qu'on pourrait pas l'uniformiser dans un truc clair? D'accord? Donc là, Boy Scout Rule. Et puis, il y a vraiment une phrase du livre Clean Code qui, moi, résonne et qui vraiment j'essaye d'appliquer tous les jours, c'est que la qualité, c'est vraiment le résultat de plein de petites attentions des développeurs au quotidien. C'est-à-dire que le plus important, c'est que les gens soient, entre guillemets, contents de venir travailler, mais qu'ils se fassent plaisir, qu'ils aient pas mal à la tête, qu'ils ressortent le soir en ayant appris un petit truc, en étant fiers de ce qu'ils font. Et c'est vraiment ça que j'essaye de mettre en place, c'est tiens, est-ce que je renomme pas cette variable, ça veut pas dire grand-chose, tiens, je vais tirer un dump, etc. Ça va être ça qui va déterminer la qualité dans votre projet, qui va permettre de baisser la complexité. Ça sert à rien de débarquer avec une feuille A4, avec le plan parfait, personne ne va rien comprendre. Essayez plutôt de commencer à faire de la qualité, petit à petit, avec humilité, et de tirer des codes spaghetti qui sont devenus ingérables. Voilà, pour terminer, si vous voulez un petit peu un schéma pour structurer le démarrage de votre refactoring, si vous êtes déjà sur un projet existant et que vous avez besoin d'un petit peu d'archi et de clean code, eh bien ça va être ce que j'appelle la roadmap 3C, c'est-à-dire d'abord cut, ça sert à rien de mettre en place beaucoup de choses, tant qu'au quotidien, tous les développeurs qui sont sur le projet continuent à rajouter de la complexité du legacy. Donc la première chose, c'est pas de se lancer dans des gros chantiers de refactoring, c'est de tout de suite mettre une barrière à l'entrée et de se dire on arrête de rajouter du hidden state, des data flows dans tous les sens, et on essaye de penser un peu notre code. Donc en gros, arrêtez le saut percé, et pour ça, le mieux, ça va être d'avoir une CI qui va venir vérifier, par exemple, avec un SonarCube, un Jenkins, des tests unitaires, venir mettre un peu une barrière à l'entrée pour dire, voilà, ça, on le tolère plus dans notre projet. Cut adding legacy. Ensuite, clean existing code base. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir votre chef de projet ou les gens avec qui vous bossez et de vous faire une roadmap technique où vous embarquez quelques points de refactoring à chaque sprint et vous vous dites, on va nettoyer plein de choses dans le projet là qui nous saoulent, ou quand on a un bug fixe là dans ce fichier, il nous faut 3 heures à coup de console log pour trouver où c'est, d'accord ? Faites-vous, entre guillemets, plaisir et allez détruire du code qui n'a aucun sens en nettoyant en fait la code base existante. L'avantage, c'est que comme vous avez cut adding legacy, eh bien, vous n'avez plus de bordel qui rentre, d'accord ? Donc vous n'avez plus de saut percé et là, vous nettoyez un peu ce qu'il y a à l'intérieur du saut.
Et ensuite, dans un troisième temps, c'est ce que j'appelle consolide, construct. Ça va être de venir renforcer le code existant. C'est-à-dire que vous savez que vous avez un code qui marche, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller à la step au-dessus? Ça peut être des tests unitaires, ça peut être de faire des montées de version, parce que vous vous rendez compte que ça fait en fait 2 ans, personne n'a mis à jour le projet. C'est pas une bonne pratique. Construire un store de state management, ok? Vous allez construire, mais vous aurez déjà arrêté de rajouter du legacy dans votre base et vous aurez nettoyé l'existant. Vous n'allez pas construire sur du sable. Voilà, donc c'était 5 principes qui vous permettent de refactoriser ou démarrer sur un projet Angular très important et qui sont des principes qui ne sont pas très compliqués à comprendre et qui vont produire 80% des résultats dans votre projet. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous trouvez que c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, mettez-le en commentaire. S'il y a un concept que vous avez bien aimé, mettez-le en commentaire. Et puis dites-moi si ça vous permet aussi de voir un petit peu autre chose que, comme là on est sur, c'est une version qui est pour YouTube. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose, cette vision un petit peu plus pro, plus senior sur le code que des tutos où voilà, on se dit le code marche, on a fini. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre retour par rapport à cette vidéo, spécialement tournée pour YouTube. Du coup, bon développement à tous, ciao!